Je reviens. Allez, on revient sur le plateau. On évoquait le Zimbabwe où la justice a confirmé la victoire d'Emerson Mnangagwa et nous accueillons Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à Jeff, bonsoir à Ibrahim, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, à l'instant, Ibrahim évoquait, Jeff, le prince Ibrahim évoquait le fait que plusieurs candidats n'aient pas la capacité même de déployer les éléments sur le terrain. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, peut-être comme l'a fait le Bénin, que la Cour constitutionnelle elle-même ait des observateurs un peu partout pour s'imprégner du climat électoral? Justement, c'est ce que j'allais dire. Quand tu parles du Bénin, vous avez écouté ce que Tara est en train de faire. Il a monté la caution à 250 millions. C'est-à-dire que ce n'est plus donné à n'importe qui. Il ne faut pas aller dans une microfinance pour faire un crédit pour être candidat à une élection présidentielle. Ce sont la blague. Donc, vous avez les moyens, vous déposez votre caution et vous allez. Et il paraît même qu'à un pourcentage, si vous n'obtenez pas un pourcentage, c'est zéro. C'est-à-dire que vous perdez la caution. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir mettre les moyens nécessaires. Aller à une élection présidentielle n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir le moyen nécessaire avant de mais c'est aussi un droit pour tous. Oui, c'est un droit. Voilà pourquoi vous savez, quand vous n'avez pas les moyens, Samuel, quand vous n'avez pas les moyens pour aller à une élection présidentielle, c'est les phrases là qui vont sortir au lendemain des élections. Dire qu'on vous a triché, on a volé, que vous contestez les résultats. Je ne dis pas que dans tous les cas c'est la même chose, mais il faut avoir le minimum pour pouvoir aller à une élection. Et vous avez abordé un aspect de la chose. Il faut doter les institutions de la République de moyens nécessaires, surtout moyens financiers. La Cour constitutionnelle, comme tu le dis, doit avoir ses propres observateurs, déployer les avocats, les magistrats sur le terrain qui vont observer pour la Cour constitutionnelle et qui doivent rendre compte à la Cour constitutionnelle. Je pense que le Togo le fait. Mais est-ce que il y a les observateurs de la Cour constitutionnelle dans tous les bureaux? On les voit à contre-gouttes sur le terrain. Donc, la Cour constitutionnelle qui n'a pas le moyen nécessaire de pouvoir déployer ses observateurs pour avoir le feedback de ce qui est fait sur le terrain, vous savez, la raison du plus fort sera toujours la meilleure. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut toujours doter ces institutions de moyens nécessaires et que ces institutions soient indépendantes de pouvoir dire le droit pour que ces propositions ou bien ces résultats soient contestés d'un autre camp. Germain Pouli, on l'avait dit en début, il n'y a pas de surprise à cela, mais quand Mnangagwa, qui, de toute l'histoire électorale du Zimbabwe, le président qui est élu avec le plus faible score, 50,8. Oui, 50,8. C'est une belle victoire pour lui? Oui, je crois que c'est une belle victoire parce que c'est la première fois depuis 1980 que le pays est ouvert à des élections plus ou moins transparentes. Disons transparentes, même si l'Union européenne a observé qu'il y avait une inégalité entre les candidats, notamment au niveau de l'accès aux médias. Mais je crois que pour l'essentiel... Ça aussi, c'est un problème et ça joue, en fait. On a la tendance dans nos médias ici à confondre, surtout quand le président sortant est candidat, les activités du président aux activités du candidat. On mélange tout et il a un temps d'antenne relativement supérieur aux autres. Oui, généralement, mais aussi il y a que l'opposition, comme il le disait, parfois, ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas beaucoup d'activités. Et vous verrez à la TVT ici, l'année dernière, plusieurs fois, des partis n'ont pas envoyé d'éléments à diffuser parce qu'ils n'en avaient pas. Ça aussi, c'est un autre problème. Même chez nous, les privés, on leur faisait gratuitement, mais ils n'en envoyaient pas. Voilà, donc, mais je pense que c'est une victoire éclatante parce qu'il a joué le jeu démocratique. La plupart des observateurs ont salué par quelques petites remarques donc, de l'Union européenne. Et puis le candidat d'en face aussi a bien joué. Il n'a pas démérité non plus, 44% pour une première participation. Il n'a que 40 ans, il faut le dire. Et il a commis quelques erreurs aussi qui lui ont coûté cher, parce qu'il a fait des révélations pendant cette campagne. Il a tenu des propos qui ne l'ont pas arrangé finalement. Et puis ces élections ont été couplées. Il y a eu la présidentielle, la législative, les locales. Quand vous voyez aussi les résultats des législatives, ça reflète un peu la Zambie peut remporter la présidentielle parce que sur les pratiquement 210 sièges à l'Assemblée nationale, il y a 144 sièges qui sont de la partie de Mnangagwa. Donc c'est le même scrutin. Donc on voit un peu la tendance. Même si l'autre portait l'espoir de la jeunesse, je crois qu'il a commis quelques erreurs.
C'est une première participation, probablement qui fera mieux la prochaine fois. Et puis, il y a aussi quelque chose, quand on a le courage de saisir la Cour constitutionnelle, Ibrahim, il faut maintenant accepter le verdict et passer à autre chose. Bien évidemment, lorsque vous saisissez cet organe chargé de vérifier ou bien de donner le résultat final ou bien de voir les litiges, de connaître les litiges électoraux, je pense que c'est le droit aussi de reconnaître que cette Cour aussi a fait son travail et accepté avec fair play les résultats donnés par cette Cour. Le plus souvent, c'est quand il n'y a pas une certaine confiance, il n'y a pas une adhésion populaire à ces institutions-là, que ça crée tout ce que nous voyons comme problème et crise post-électorale dans certains pays. Donc, si le jeu est bien fait, surtout, il parlait de Emerson qui a quand même organiser une élection assez démocratique. Ce n'est plus fermé, ce n'est plus trop opaque comme c'était ce qui se faisait avec son successeur, Robert Mugabe. Donc moi je me dis qu'il suffit seulement de créer un peu de transparence dans le processus, amener les citoyens à avoir confiance aux institutions, ouvrir les choses, ne pas vouloir truquer. Et si nous partons sur ce principe que la population a le sentiment que les choses sont bien faites, moi je me dis que ça ne va pas créer tout ce que nous avons comme crise. Même le perdant, même s'il envoyait des éléments pour pouvoir prouver qu'il devait gagner, lorsque le verdict sort, il se plie à ce verdict et respecte vraiment ce qui a été dit par l'institution. Ça dépend de la confiance qu'on a en cette institution. Mais quand on n'a pas confiance en cette institution, bien cette institution a plusieurs fois montré sa mauvaise foi ou son copinage plutôt avec un clan, ça fait que quand le travail est, tant bien que c'est bien fait, ça ne donne pas le sentiment d'être accepté. On fait un effort pour renvoyer ça d'un revers de main parce qu'on se dit que cette institution est habituée à tronquer le droit, à ne pas dire le droit, ne pas véritablement vérifier, mais à prendre position pour un clan donné et c'est fini quoi. Ça, on perd la confiance dans cette institution et tout ce qui sort, même si c'est vrai, on se dit que c'est habituel, c'est ce que cette institution a l'habitude de faire. Mais comme le disait Jeff tout récemment aussi, il disait que l'opposition doit faire un effort aussi pour accepter certaines choses. C'est dur d'accepter quand on perd une élection, mais il faut faire aussi un effort pour comprendre certaines choses, ne pas chercher inutilement à créer des crises comme ça après une élection. Il faut aussi savoir prendre cette défaite aussi avec fair play et entrevoir l'avenir, surtout se dire que c'est le pays qui est en jeu, il ne sert à rien de contester parce qu'il fallait aussi contester. Jeff, il y a le secrétaire général du MDC, Douglas Mwanzori, qui dit « Nous exprimons respectueusement notre désaccord avec la Cour ». Oui, c'est une déclaration. C'est une déclaration. On ne peut jamais interdire à quelqu'un de dire son point de vue. Vous savez, c'est la démocratie, c'est le droit. Donc, il a sa manière de dire... Moi, ce qui m'intéresse, il dit respectueusement. C'est-à-dire, on sent que ça fait mal, mais il est dans une posture d'accepter la décision. Il est obligé. Vous savez, quand on fait confiance à la Cour constitutionnelle, à laquelle on brandit les revendications. Et quand cette Cour constitutionnelle donne les résultats, acceptons avec quand même avec cette manière de voir les choses, de pouvoir mettre le pays sur les rails, que de pouvoir créer une crise. Donc, c'est comme dans certains pays, on vous dira qu'on ne reconnaît pas la victoire d'un chef d'État, mais à chaque fois, quand on veut envoyer un courrier, on dit à Monsieur le Président de la République. Vous voyez, c'est ça, vous contestez, mais pour adresser un courrier, vous êtes obligé de le faire. Donc, le secrétaire général, je pense qu'il a juste trouvé les mots pour pouvoir quand même avoir de l'égard ou bien du respect à cette institution. Mais jamais, il poursuit, il dit, c'est la fin du processus judiciaire, mais nous avons les recours politiques. Dans le cadre de la loi, nous pouvons manifester. Oui, tout à fait. Je crois que
C'est une belle leçon de démocratie qu'il donne parce que la Cour constitutionnelle, c'est le dernier recours. Il n'y a plus une autre cour au-dessus de celle-là. Quand les tranches se finissent, et puis sur les 9 membres de cette cour, les 9 ont tranché. Donc c'est à l'unanimité que cette décision a été prise. Maintenant, on l'a vu aux États-Unis, les partisans d'Hillary Clinton marchaient des mois après l'élection de Donald Trump. Ça n'a rien donné. Ce n'est pas interdit, ça n'empêche pas Emerson Mnangagwa de continuer pas à gouverner, mais ils peuvent toujours manifester. On l'a vu aussi au Ghana où les élections ont été contestées pendant près de 2 ans. En 2012. Donc je crois que c'est possible de le faire, sauf que en le faisant, on a vu un peu au lendemain de cette élection, il y a eu quand même quelques morts. Donc il ne faut pas qu'il y ait des contestations violentes qui perturbent les activités des autres citoyens. Il ne faut pas des contestations qui créent d'autres débats. Et justement, sur ce plan, je crois que l'ONU a aidé les partis à exclure la violence. Et surtout, les États-Unis ont invité le gouvernement à faire l'effort de sécurité, à faire un usage proportionné des mesures d'encadrement. La contestation peut continuer, mais à quoi servirait-elle encore à partir du moment où le vin est tiré, que la Cour constitutionnelle a rendu son verdict? Nous passons au second sujet, c'est le Gabon. Au Gabon, le pays a suspendu pour 1 an la diffusion de la chaîne publique française France 2, accusée d'avoir rediffusé un documentaire critique sur le président Ali Bongo Ondimba. Et pour 1 mois, un autre journal d'opposition a été suspendu. Mercredi, la HAC a décidé, la HAC, c'est la haute autorité gabonaise de la communication, a décidé de suspendre pour 12 mois les programmes de la chaîne publique française, s'interrogeant sur l'opportunité pour France 2 de rediffuser la veille du 17 août, fête de l'indépendance, un documentaire subversif sur le Gabon, selon un communiqué lu à la télévision. Jeff Le Prince, qu'est-ce que cette décision de la HAC suscite en vous? Bon, en réalité, vous savez, le Gabon, c'est un État souverain. Et le Gabon a ses lois que chacun doit respecter. Ce n'est pas parce que c'est France 2 qui est une chaîne étrangère qui a ses relais dans ce pays où elle va se permettre de faire du n'importe quoi. Donc la HAC, la haute autorité de la communication du Gabon, dans leur communiqué, ça a été clair qu'il y a des règles qu'il faut respecter dans le pays. Vous savez, cette rediffusion même du documentaire veut dire justement que ça touche la personnalité ou bien la famille du président Ali Bongo. Donc ça veut dire que ça pose un problème de famille de fond en réalité, et surtout à la veille de la fête de l'indépendance. Ça va encore créer de la zizanie, des tensions que les gens ne pourront pas accepter. Est-ce qu'au niveau de la télé, on a à tenir compte de ces considérations-là? Non, tenir compte de ces considérations, vous savez, en fait, moi, je n'ai pas suivi le fond de ce documentaire pour pouvoir juger. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que seul le Gabon, qui est un État souverain, juge de la faisabilité ou bien de la diffusion de ce documentaire. La première fois que le documentaire a été diffusé, est-ce qu'un rappel à l'ordre a été fait à cette chaîne de télévision? Si c'est le cas et que cette chaîne récidive, ça veut dire qu'il faut sanctionner. Ce n'est pas parce que c'est une chaîne française qu'il faut permettre du n'importe quoi, que la France ne donne toujours pas des leçons dans les pays africains. Donc Bongo, le Gabon, c'est le Gabon. Nous respectons nos tests que les chaînes étrangères. Si vous ne voulez pas respecter les tests qui régissent la communication dans notre pays, je pense que la HAC est dans son droit de pouvoir suspendre cette chaîne, des raisons que moi j'ignore. Et comme je le disais, je ne connais pas le contenu ou bien je n'ai pas suivi le documentaire pour pouvoir juger le fond ou connaître les règles d'éthique d'une manière générale. Je sais qu'il y a des règles d'éthique et de déontologie que nous observons ensemble, mais au niveau de la HAC, dans chaque pays, il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Alors, Ibrahim, le Reporters sans frontières, a quand même dénoncé la décision. Est-ce que la HAC essaye d'amadouer, enfin de polir l'image du président? On ne veut rien qui salisse l'image de notre chef d'État.
Non, le problème, c'est qu'il faut voir les prérogatives de la HAC, c'est la régulation. Ouais. Et vous comprenez que quand on parle de régulation, ça dépend aussi du contexte. Si le contexte actuellement au Gabon est un contexte fragile, nous savons qu'ils sont sortis des élections de 2016 avec tout ce qu'il y a eu comme contestation et autres. Là, le pays n'est pas encore bien assis en matière de contestation et de velléité même de rébellion dans ce pays. Donc si un tel documentaire va, comme on le dit généralement en Afrique, va mettre de l'huile sur le feu, il est du devoir de la HAC de recadrer les choses et éventuellement de prendre les dispositions qui s'imposent pour empêcher que le pays ne bascule. Là, c'est sur cet angle que je dirais que la HAC au Gabon a fait son travail, parce que c'est la régulation c'est ça. Mais l'autre aspect, c'est qu'en tant que communicateur, en tant que journaliste, moi ça m'embête, parce que quand on parle de la liberté d'expression, quand on parle de la liberté de presse et tout ça là, on doit devoir donner la parole à tout le monde, même si c'est un documentaire qui égratigne la famille Bongo, qui égratigne le pouvoir en place. Moi je me dis qu'on devait laisser ces documentaires, parce que après tout, ce n'est pas tout que nous copions, ce ne sont pas les médias ne sont pas les directeurs de conscience dans un pays. Les gens savent ce qu'il faut prendre dans les informations et les gens savent aussi comment trier les informations. Donc on ne peut pas dire que quand on diffuse ce documentaire, du coup le lendemain tout le monde va se retrouver dans la rue, ça va entraîner des actes subversifs dans ce pays. Donc moi je me dis qu'au nom de la liberté d'expression, c'était pas bien quand même de suspendre ce documentaire, de suspendre ce média dans le pays. Au nom de la liberté d'expression. Maintenant, il y a les réalités sécuritaires, les réalités stratégiques, les réalités dans le pays qui amènent la HAC quand même, par rapport à ses prérogatives, de prendre les décisions qui s'imposent. Il ne faut pas se contredire. La HAC, on sait, bon, on ne connaît pas trop les prérogatives de la HAC gabonaise, mais on connaît la nôtre ici. C'est une instance de régulation. Est-ce que c'est à elle d'apprécier le contenu d'un élément diffusé par rapport à la situation du pays? Oui, même pas par rapport à la situation, mais tous les contenus. Parce que je le dis, la HAC s'interroge sur l'opportunité pour France 2 de rediffuser la veille du 17 un documentaire subversif sur le Gabon. Oui, ce que j'allais dire. Dire que le documentaire est subversif sur le pays, est-ce qu'il appartient à la HAC d'apprécier ça? Oui, je pense que déjà, il appartient à la HAC. D'apprécier tout ce qui est diffusé. Oui, ça c'est clair. Quand ce qui va vers le public, y compris même la publicité. Voilà, donc c'est du ressort de la HAC généralement. Et moi j'essaie de jeter un coup d'œil sur ce documentaire. Je pense que la HAC du Gabon a raison. Je suis un peu déçu de le dire comme ça. D'abord, j'ai suivi une publicité de la diffusion de ce documentaire sur France 24, qui a reçu les journalistes qui ont réalisé ce reportage et qui a annoncé que ce reportage sera diffusé sur France 2. Donc, il a fait une publicité de cette diffusion-là. Et quand vous suivez ce documentaire de 52 minutes, je crois pour l'Africain que je suis, pas le Gabon. Le documentaire intitulé Le Clan Bongo, une histoire française. Le Clan Bongo, une histoire française. Mais il y a beaucoup de choses. Alors quand on vous dit que... Mais les journalistes ont le droit de faire un travail d'investigation. On a fait parler des gens. Quand vous suivez ceux qui sont intervenus, en l'occurrence, Loïc Le président, par exemple, de la République n'a pas eu son bac normalement, un bac qui a été arrangé. Alors, il n'est pas d'origine gabonaise, tout ça. Et quand on prend le Floc Prigent qu'on connaît un peu au Togo dans l'affaire d'escroquerie internationale, qui se venge à la fois parce qu'on l'a juré de Elf, donc il se venge des Bongos du Gabon, en faisant des révélations assez difficiles à supporter si vous êtes Gabonais. Quand on vous dit que quand Elf exploite le pétrole au Gabon, c'est qu'en 7% de ce pétrole-là revient à Elf, 25% revient seulement à l'État français et 18% à Bongo lui-même. Et à qui on donne aussi des bonus, 10 millions de dollars tous les trimestres. Il y a assez de choses de quoi révolter. La HAC dit,
c'est un documentaire de nature à troubler l'ordre public. À partir de ce moment, je crois que si les gens prennent pour vrai ce qu'il a dit, il y a de quoi. Et si c'était vrai? Et si c'était faux? C'est ça le problème. Par contre, oui, mais là, c'est comme vous statuez à charge au lieu de statuer à décharge. Je dis la Hague dit par rapport à l'ordre public, par exemple. Surtout à la veille de l'indépendance, où on rattache un pays. Vous écoutez dans ce documentaire Omar Bongo dire, par exemple, la France, c'est un véhicule sans carburant. Le Gabon, c'est un véhicule. La France sans le Gabon, c'est un véhicule sans carburant. Le Gabon sans la France, c'est un véhicule sans chauffeur. Tout ça. Je crois que ce n'est pas le moment où les gens célèbrent leur indépendance. Vous montrez qu'ils sont entièrement sous la France, encore aujourd'hui et tout ça. Je crois qu'en tant qu'Africain, il faut qu'on analyse un peu ce travail que les médias font. Mais en même temps, je dis que c'est la faute à nos dirigeants. Parce que j'ai vu dans ce documentaire-là le président Bongo qui a ouvert ses portes. Donc, à ces journalistes qui n'ont pas traité l'information dans le sens qu'ils voulaient, mais l'ont biaisé après, parce qu'ils avaient un objectif en venant au Gabon. Donc, ils ont fait c'est un peu à ces dirigeants-là qui, au lieu de donner des interviews aux journalistes locaux, préfèrent les donner aux journalistes étrangers réputés professionnels et qui vont foutre la merde et puis ça crée des problèmes. Donc je pense que maintenant, l'État gabonais, comme il a dit, est souverain, la Hague a fait son boulot, mais quel impact sur... D'abord, ce documentaire est disponible sur Internet. Oui, justement. On n'a pas besoin qu'il passe encore sur France 2 pour qu'on puisse le regarder, mais c'est un peu déplorable. Alors, Jeff, bon, c'est vrai que si j'étais invité sur ce plateau, je ne serais pas d'accord avec vos propos. Les journalistes ont le droit de traiter le sujet selon leur angle et dans la liberté d'expression, on a le droit de laisser dire. Oui, je suis d'accord avec toi, Samuel. Au même moment, nous avons l'obligation, le devoir de pouvoir apporter la bonne information pour ne pas incendier le public, comme l'a dit Ibrahim tout à l'heure. Oui, mais ce n'est pas parce que je suis... Oui, je suis d'accord avec toi. Des extraits, des gens ont parlé, ce n'est pas les journalistes qui ont parlé. C'est des gens qui ont vécu les faits qui ont parlé. Ils les ont choisis. Oui, ils les ont choisis et ils ont orienté les questions pour pouvoir avoir leur réponse. Et comme le président a ouvert ses portes, ils n'ont pas su utiliser cette interview que le président leur a accordée. C'est-à-dire qu'ils ont une idée derrière la tête. Avec cette histoire de pétrole, avec le Gabon, c'est pour mettre à nu le Gabon, mettre le président Ali Bongo à nu. C'est une guerre qui ne dit pas son nom entre le Gabon et la France. Et les problèmes qui peuvent en découler après, on ne le sait pas. Donc le journaliste a le devoir, l'obligation aussi de pouvoir protéger son public. Et vous savez, si j'ai des informations et qu'en diffusant ces informations, ça va créer de remous, de désordre dans le public ou dans mon pays, vaut mieux pouvoir quand même conserver l'information et savoir quand le diffuser. Et surtout à la veille de la célébration de l'indépendance, quand vous balancez ces genres d'informations, ou un président de la République, après tout, c'est des Gabonais qui ont voté pour élire Gabon et pour élire Bongo. Mais si aujourd'hui, vous imaginez que des journalistes français ou des journalistes africains qui arrivent, qui disent que Bongo n'a même pas eu son bac, il a fait ci, il n'est pas d'origine gabonaise, et quand on raconte des choses comme ça, mais vous imaginez, c'est dans l'amour propre de la personne qu'on est en train de blesser, et surtout dans sa famille. Alors, les gens ne vont pas accepter. Je suis d'accord que le journaliste n'a qu'à faire son travail, mais au même moment, il a une responsabilité aussi dans le public. Ibrahim, très rapidement, le président de la Hague était l'ancien directeur de communication de Bongo. Non, non, au niveau des institutions, les institutions sont inféodées dans les États que nous parlons que nous qualifions de bananières. Parce que c'est cela. Quand vous prenez les pays où la démocratie peine à s'installer ou bien à s'instaurer, la Hague, la Cour constitutionnelle et tout ce qu'il y a comme institution sont des gens qu'on place là-bas, ce sont des gens qui ont des ramifications directes avec le pouvoir. Donc on ne peut pas placer quelqu'un qui va ramer à contre-courant de ce que veut le pouvoir. D'accord. On va marquer la pause et cesser la grande pause et on revient derrière sur un autre sujet.